Il revint de la guerre avec le corps intact et l'âme en lambeaux. Il n'apporta dans ses bagages que l'uniforme usé de l'armée impériale, un couteau qu'il avait porté 4 ans sans jamais avoir eu besoin de s'en servir en dehors des combats, et le lourd silence de celui qui a vu des choses qui ne tiennent ni dans les mots ni dans les rêves. Ce qu'Henri Dumont n'aurait jamais imaginé, c'est que, dans un petit village niché entre 2 montagnes au cœur de l'Auvergne, une jeune femme aux cheveux châtains viendrait faire ce que 4 années de bataille, de marche et de fumée de poudre n'avaient pas réussi. S'approcher véritablement d'un homme qui, depuis bien longtemps, ne laissait personne s'approcher. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui était présent partout et en même temps absent d'une manière qui fait mal à voir, qui répondait quand il fallait répondre, travaillait, mangeait, dormait, saluait les gens dans la rue d'un signe de tête, mais qui, à l'intérieur, semblait être parti pour un endroit que lui-même ne parvenait pas à trouver. C'est de cet homme dont parle cette histoire. Et de l'amour qui, silencieux et persistant comme une racine qui s'enfonce dans la pierre, s'est frayé un chemin même là où il ne semblait y en avoir aucun. Cela s'est passé en juin 1871, dans le village de Sainte-Claire, au cœur de l'Auvergne, à une époque où la France respirait encore l'air lourd d'une guerre qui avait coûté bien plus que ce que n'importe quelle victoire aurait pu justifier. Avant de continuer, dites-moi une chose. D'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Écrivez ici en bas dans les commentaires le nom de votre ville. Je suis très heureux de savoir d'où vient chaque personne qui suit les comptes de cette chaîne. Et si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu sur Contes d'antan, où chaque histoire est une fenêtre sur une époque que beaucoup de gens ont vraiment vécue, ressentie au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils n'ont jamais réussi à oublier. Maintenant, passons à l'histoire. Sainte-Claire n'était pas le genre de village qui apparaissait sur les cartes les plus détaillées. C'était un de ces endroits qui existent davantage par l'obstination de leurs habitants que par une quelconque logique géographique. Un village qui a refusé de disparaître entre les montagnes et a grandi lentement, rue par rue, maison par maison, jusqu'à avoir une place avec un kiosque, une église, une épicerie, et assez de gens pour créer des problèmes, et aussi pour les résoudre. Le village était coincé entre 2 montagnes de pierres sombres, dont personne ne savait au juste d'où venaient les noms. Et à l'approche de l'été, qui par ces contrées gardait sa fraîcheur matinale avec sérieux en juin, la brume descendait des montagnes avant l'aube et restait jusqu'à presque la moitié de la matinée, enroulée autour des toits en terre cuite et des cimes des arbres de la place, comme si elle n'avait aucune hâte de s'en aller. La rue principale était faite de pavés irréguliers, polis au milieu par le passage de décennies de chaussures, de sabots de chevaux et de roues de charrettes. Les maisons s'alignaient des 2 côtés, avec une intimité de voisinage qui faisait de toute conversation sur le pas de la porte une affaire potentiellement publique. Au bout de cette rue principale, légèrement à l'écart des autres bâtisses à cause de la chaleur qui en émanait jour et nuit et de la fumée qui montait en fine spirale dans l'air frais du matin, se trouvait la forge Dumont. C'était un atelier en pierre et torchis avec un toit haut, des murs noircis par le temps et par le travail, et une large porte qui restait ouverte de l'aube au coucher du soleil. À l'intérieur, l'odeur du métal chauffé, du charbon et de la sueur d'un travail honnête était si constante que ceux qui vivaient à proximité ne la remarquaient même plus. Mais pour ceux qui venaient de l'extérieur, c'était le premier signe que quelque chose d'important se passait dans ce coin du village. Henri Dumont avait 26 ans lorsqu'il est revenu à Sainte-Claire en juin 1871, après 4 années sous les drapeaux de l'armée impériale, achevée par la guerre franco-allemande. Il était parti en octobre 1867, ayant fêté ses 18 ans 3 mois plus tôt, plus enthousiaste qu'il ne l'aurait dû et moins effrayé qu'il n'aurait été raisonnable. Le village entier était allé lui faire ses adieux sur la place, avec sa mère Madame Stéphanie, tenant son mouchoir à la main mais refusant de pleurer tant qu'il y aurait quelqu'un pour la regarder.
Et le père Théodore donnant sa bénédiction avec la voix ferme de celui qui croit que Dieu entend mieux quand on parle sans trembler. Le Henri qui était parti était celui que tous connaissaient, le plus bruyant dans les fêtes de la bourgade. Le premier à engager la conversation avec un inconnu, celui qui riait d'une manière qui montait au toit et descendait par la fenêtre du voisin. Fils unique de Madame Stéphanie et du forgeron Auguste Dumont, décédé alors qu'Henri avait 12 ans d'une fièvre foudroyante qui n'avait pas laissé beaucoup de temps, le garçon a grandi en apprenant le métier de son père par nécessité, mais a fini par découvrir qu'il aimait ça. Il y avait dans le faire quelque chose qu'il comprenait avant même d'en comprendre la raison, une logique de température, de pression et de forme qui prenait sens à un niveau plus profond que la pensée. Mais le Henri qui est revenu en juin 1871 est descendu du dos d'une mule, loué dans la dernière ville avant Sainte-Claire, dans un silence si différent de celui qui était parti, que Madame Stéphanie, qui l'attendait sur le chemin avec son mouchoir à nouveau à la main, cette fois non de pleurs, mais de nervosité, dut y regarder à 2 fois pour être sûre que c'était son fils. C'était lui. Mais c'était comme si quelqu'un avait pris le fils qu'elle connaissait, l'avait enfermé dans un tiroir pendant 4 ans et renvoyé une version du même homme qui avait oublié comment sortir entièrement du tiroir. Le corps était intact, cela elle le vit tout de suite, avec un soulagement si grand qu'il faillit la faire tomber. Grand, les épaules larges par le travail et la guerre, la peau tannée par le rude soleil des campagnes, des mains qui restaient les mains du forgeron qu'elle connaissait. Mais les yeux d'Henri étaient du même brun foncé que d'habitude, de la même forme, de la même taille, et pourtant il semblait tout regarder d'un endroit situé un pas en retrait de ce que les autres parvenaient à voir, comme s'il était toujours présent et toujours légèrement distant en même temps. Madame Stéphanie enlaça son fils au milieu du chemin de terre battue et sentit qu'il l'étreignait en retour, fermement, avec force, mais pendant un temps exactement calculé, comme quelqu'un qui se souvenait de la façon de faire cela, mais devait se rappeler aussi de s'arrêter avant d'aller trop loin. Les premiers jours, le village vint l'accueillir comme un héros, ce qu'il était d'une certaine façon. Après tout, il était revenu vivant, ce qui n'était pas garanti pour ceux qui étaient partis à la guerre. Le père Théodore mentionna son nom à la messe du dimanche, avec cette voix qu'il réservait pour les occasions où il voulait que la parole reste en suspens, un peu après avoir été dite. Monsieur Leblanc, le propriétaire de l'épicerie, lui offrit de l'eau-de-vie qu'Henri refusa d'un bref signe de tête. Les femmes plus âgées se signaient en le voyant passer et commentaient ensuite entre elles que le garçon était devenu trop sérieux, que la guerre faisait ça aux jeunes, qu'il fallait juste donner du temps. Henri remerciait tout le monde avec la même expression neutre d'une éducation de base qu'il n'avait pas oubliée, et continuait son chemin. Il n'allait pas aux fêtes. Il coupait court au cercle de conversation devant l'épicerie. Quand quelqu'un l'interrogeait sur la guerre, il répondait que ça avait été difficile et changeait de sujet avec une habileté qui semblait répétée. Il y avait une petite pension que l'armée versait aux soldats démobilisés. Elle arrivait par lettre 1 fois par mois, et Henri la récupérait à l'épicerie où M. Leblanc gardait le courrier du village. Fourrait l'enveloppe dans sa poche sans l'ouvrir devant personne et s'en allait sans faire de commentaires. La seule chose qu'Henri fit avec une véritable intention lors de sa première semaine à Sainte-Claire fut de rouvrir la forge. Madame Stéphanie avait gardé l'atelier fermé après le départ de son fils, rangeant les outils de son mari et de son fils avec le même soin avec lequel on garde un espoir. Lorsqu'Henri poussa les vieilles portes en bois et laissa le soleil de juin entrer dans cet atelier pour la première fois en 4 ans, elle l'observa depuis la fenêtre de la cuisine et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine sans savoir le nommer exactement. Cela ressemblait à du soulagement, mais il y avait avec une ombre de tristesse, comme toute bonne chose qui vient marquée par le temps qu'on a perdu. Henri alluma la forge le même après-midi. Le feu prit lentement, eut besoin de patience et de charbon neuf qu'il alla chercher à l'épicerie, mais quand la braise devint vive et que la chaleur commença à monter à l'intérieur de l'atelier,
Il resta debout quelques secondes à regarder les flammes avec une expression que madame Stéphanie, guettant par la fente de la porte, ne parvint pas à déchiffrer complètement. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la tristesse. C'était peut-être le seul type de reconnaissance que cet homme parvenait encore à ressentir sans que cela lui coûte trop cher. La reconnaissance que là, dans cet atelier, avec cette chaleur et cette odeur et ce travail qu'il connaissait avant de connaître quoi que ce soit d'autre, il savait quoi faire. Et alors, il le fit. La forge du Mont recommença à fonctionner le 23 juin 1871, et la fine fumée qui commença à monter de ce toit cet après-midi froid-là fut, pour Sainte-Claire, le premier signe clair qu'Henri était revenu d'une manière plus réelle que son arrivée à dos de mule quelques jours plus tôt. Les commandes arrivèrent lentement au début, comme c'est toujours le cas lorsqu'un service rouvre après une longue pause. Des fers pour les chevaux de M. Gérard, de la ferme au-dessus du village. Des charnières pour la maison neuve que M. Maurice faisait construire sur le côté et de la place. Une grille pour la fenêtre de Madame Bernadette, qui avait décidé que le portail de son jardin avait besoin d'être renforcé depuis qu'un bœuf de la ferme voisine était entré et avait mangé la moitié de son potager. Henri traitait tout avec efficacité et sans bavardage excessif. Il écoutait ce qu'il fallait, donnait le prix, fixait le délai et l'honorait. Parfois, les clients essayaient d'engager la conversation sur la guerre, sur le village, sur ce qu'il avait perdu ou gagné pendant le temps où il était parti, et il répondait juste assez pour être poli et rien de plus. Certains se sentaient mal à l'aise face à cette sécheresse et ne revenaient que si nécessaire. D'autres, avec le temps, apprirent que le forgeron était ainsi désormais, et traitèrent cela comme une caractéristique du métier, comme la fumée et le bruit du marteau. Il y avait une chose que les habitants de Sainte-Claire apprirent vite au sujet du Henri qui était revenu. Quand il travaillait et qu'il tapotait l'index et le majeur sur l'établi en bois, sur un rythme lent et régulier, comme un métronome sans musique, il valait mieux ne pas l'interrompre. Non pas qu'il se mettait en colère, c'était plutôt que ce geste semblait être le signal qu'une pensée traversait son esprit à une vitesse que la conversation ne ferait que perturber. Madame Stéphanie le savait avant quiconque. Elle avait observé son fils avec cette attention silencieuse que seule une mère de fils unique parvient à développer au fil des années, une attention qui ne note rien mais n'oublie rien. Et ce fut elle qui découvrit, par accident et par intuition à parts égales, la seule chose qui tirait systématiquement Henri de l'endroit intérieur où il habitait la majeure partie du temps. Cela arriva la 2e semaine après son retour. Madame Stéphanie s'était réveillée tôt, avant le soleil, comme c'était son habitude, et était descendue à la cuisine avec l'intention de faire le pain hebdomadaire. Elle avait de la farine, elle avait du levain gardé de la veille, elle avait le bois pour le four. Et sans trop y penser, seulement poussée par la routine et par la fraîcheur matinale de juin qui appelait la chaleur du four, elle fit le pain. L'odeur commença à se répandre dans la maison vers 6 heures du matin, dense et chaude et familière d'une façon qui va profondément, le genre d'odeur qui n'a pas d'adresse dans la mémoire mais qui a un poids. Madame Stéphanie façonnait le 2e pain lorsqu'elle entendit des pas dans l'escalier. Des pas lents mais éveillés, pas les pas trébuchants de quelqu'un qui est descendu trop tôt. Elle ne se retourna pas. Elle continua de travailler. Et Henri entra dans la cuisine, resta figé dans l'embrasure de la porte un instant, regarda sa mère et le four et le pain, et dit, avec une voix légèrement moins sur la réserve que d'habitude, qu'il avait faim. C'était la première fois en 2 semaines qu'il disait cela sans qu'elle le lui demande. Madame Stéphanie ne fit aucun commentaire. Elle coupa une tranche du pain qui était déjà prêt, étala le beurre qu'elle gardait dans un bol en faïence bleue, et la posa sur la table. Henri s'assit, mangea lentement, but le café qu'elle avait également préparé, et resta encore 20 minutes dans la cuisine avant de partir pour la forge. Ce furent 20 minutes presque sans parole, mais d'un silence différent de celui d'habitude, un silence qui respirait au lieu de serrer. À partir de ce vendredi-là, Madame Stéphanie n'oublia plus jamais le pain.
Et Henri n'oublia plus jamais de descendre. Ils n'en parlèrent jamais, ils n'en eurent pas besoin. C'était le genre de compréhension qui existe entre des personnes qui s'aiment depuis assez longtemps pour savoir que certaines choses deviennent plus grandes lorsqu'elles ne sont pas nommées. La vie d'Henri avait cette texture, la forge du matin jusqu'à presque la tombée de la nuit, le dîner en silence mais pas seul avec sa mère, la fenêtre de sa chambre entr'ouverte même quand il faisait frais, car l'air confiné l'étouffait toujours d'une façon qu'il ne parvenait pas à expliquer, le café noir sans sucre à 6 heures, à 10 heures et à 2 heures de l'après-midi. 3 tasses à la même heure avec la régularité de celui qui utilise la routine comme une ancre. Il dormait mal, mais il dormait. Il se réveillait avant le soleil, mais restait au lit jusqu'à ce qu'il entende sa mère bouger en bas. Il avait une fine cicatrice sur le côté gauche de la mâchoire, pas de la bataille, mais d'une chute stupide dans un campement lorsqu'il avait trébuché sur la crosse d'un fusil dans l'obscurité lors d'une nuit sans lune. Il l'appelait, pour lui-même et lui seul, la seule marque honnête que la guerre lui avait donnée. Preuve que le vrai danger prévient rarement. C'était ainsi que vivait Henri Dumont au début de ce second semestre de 1871, présent partout et n'arrivant véritablement à rien. Il y avait une chose qu'il avait découverte sur lui-même après la guerre que personne ne lui avait enseignée et qu'aucun livre ne décrirait avec précision, que le corps peut revenir d'un endroit bien avant la tête. Qu'il est possible d'être physiquement dans un atelier en Auvergne, le marteau à la main et la braise allumée, et en même temps d'être sur le bord d'un chemin de bataille que la mémoire n'a pas demandé l'autorisation de garder avec autant de clarté. Ce n'était pas de la folie, c'était la façon dont le poids de certaines choses fonctionne quand vous n'avez nulle part où le poser. Il avait essayé, dans les premiers mois, de placer ce poids quelque part qui puisse le contenir. Il essaya de le placer dans le travail, et le travail aida, mais ce n'était pas suffisant. Il essaya de le placer dans le silence, et le silence devint trop grand. Il essaya de le placer dans le café sans sucre, et la fenêtre ouverte, et la routine des heures précises, et tout cela aida en partie, mais il y avait un pan du poids qui restait sans adresse. Ce que personne à Sainte-Claire ne comprenait, car personne ne l'avait demandé avec les bons mots, c'est qu'Henri n'était pas fermé par méchanceté ou fierté. Il était fermé parce qu'il avait appris, de la manière la plus concrète possible, que ce que l'on ouvre peut être détruit et que ce qui n'existe pas ne peut être perdu. C'était une logique de survie qui avait très bien fonctionné sur un champ de bataille et qui continuait de fonctionner même lorsque le champ de bataille avait été laissé derrière, parce que la logique ne sait pas que le danger est passé. Ce qui nécessite un autre type de courage pour l'apprendre, c'est qu'il existe des choses qui valent le risque d'être ouvertes, que la fermeture qui protège emprisonne également, et que parfois, le signe que quelque chose est en train de changer est aussi infime que le fait de regarder dans une direction où vous n'aviez pas regardé auparavant. Un matin d'août ordinaire, sans même savoir pourquoi, jusqu'à ce que le pharmacien de Clermont-Ferrand n'arrive à Sainte-Claire avec sa fille. Ernest Delorme avait 54 ans, des cheveux grisonnants, bien coupés, des lunettes à monture d'écaille qui glissaient sur le bout de son nez avec une fréquence qu'il corrigeait d'un geste mécanique de l'index, et l'allure sereine de celui qui a passé sa vie entière à être utile, et s'y est habitué d'une manière qui est devenue une part de sa nature. Il était pharmacien par vocation, non par hasard, le genre d'homme qui se rappelait les noms de tous ses clients et demandait des nouvelles de ce qu'il avait prescrit la fois précédente. Il avait passé les 20 dernières années à Clermont-Ferrand, où il avait bâti une clientèle fidèle et une réputation solide. Mais Clermont-Ferrand comptait trop de pharmaciens pour sa taille et la campagne plus reculée de l'Auvergne restait sans accès aux remèdes de base. L'offre d'ouvrir la première pharmacie de Sainte-Claire était arrivée par lettre, par l'intermédiaire d'un médecin qu'Ernest connaissait depuis des années. Le village grandissait, avait les moyens de soutenir l'affaire, et le loyer de l'espace était inclus dans l'accord pour les 6 premiers mois.
Ernest considéra la proposition pendant 3 semaines, en parla avec sa fille, et au début du mois d'août 1871, commença à organiser le déménagement. Cécile Delorme avait 22 ans lorsqu'elle arriva à Sainte-Claire un après-midi d'août, avec le ciel dégagé et l'air moins frais qu'il ne l'avait été en juin et juillet. Elle arriva assise à côté de son père sur la charrette de location, avec une valise en cuir marron sur la banquette arrière, un paquet en papier Kraft contenant des livres qu'elle avait refusé d'expédier dans la malle avec le reste des affaires, et ses cheveux châtains ondulés, retenus en un chignon bas que le vent du voyage avait en partie défait, laissant quelques mèches glisser le long de son cou. Elle regarda Sainte-Claire avec l'attention de celle qui inventorie, et pas seulement de celle qui voit. Les montagnes en arrière-plan, sombres et impassibles, la rue pavée, le kiosque vert mousse sur la place qui réclamait une peinture depuis un bon moment. L'église à double porte avec la cloche qui tinta lorsque la charrette traversa la place, comme pour annoncer l'arrivée à quiconque voulait y prêter attention. Ernest fut accueilli par Monsieur Leblanc de l'épicerie, qui avait été prévenu de l'arrivée, et par Madame Bernadette, qui représentait cet après-midi-là l'opinion collective du village avec le naturel de quelqu'un qui a été élu pour cela sans aucun vote formel. La pharmacie se trouverait dans la maison d'angle aux hautes fenêtres, qui était restée vide depuis que la famille Bourgeois avait déménagé à Lyon l'année précédente. Cécile descendit de la charrette, salua les gens avec un sourire qui n'était pas de politesse mais d'intérêt sincère, aida son père avec la valise la plus lourde avant que quiconque puisse offrir son aide, et partit examiner la maison pendant que les adultes discutaient. Elle ouvrit les grandes fenêtres pour laisser l'air entrer, passa le doigt sur l'étagère en bois qui se trouvait sur le mur de gauche, évalua l'espace avec un regard pratique et regarda ensuite le plafond, qui était haut et bien conservé. Dans sa tête commença la liste de ce dont elle aurait besoin pour transformer cet espace en une pharmacie fonctionnelle. Sur cette liste se trouvaient, entre autres, de nouvelles charnières pour les armoires que son père avait fait fabriquer à Clermont-Ferrand et qui arriveraient démontées par une seconde charrette. Et quelqu'un lui avait dit, elle ne se rappelait plus au juste qui, que pour les objets en fer dans le village, on allait chez le forgeron au bout de la rue principale. Il fallut exactement 12 jours après l'arrivée pour que Cécile apparaisse sur le pas de la porte de la forge Dumont un matin d'août avec le soleil déjà haut et l'air chargé de l'odeur du romarin qui poussait dans l'herbe à l'extérieur. Henri tournait le dos à la porte lorsqu'elle entra, travaillant sur un fer à cheval commandé, le marteau s'abattant avec cette cadence régulière qui était presque musicale, tant elle était rythmée. La chaleur était intense, même pour le mois d'août. Il portait une chemise aux manches retroussées jusqu'au coude, un tablier de cuir, et n'entendit pas les pas de la visiteuse à cause du bruit de son propre travail. Ce fut le silence qui l'avertit. Le silence de quelqu'un qui est entré et resté figé, qui était là mais ne faisait aucun bruit d'impatience, sans se racler la gorge ni appeler, attendant simplement. Henri baissa le marteau, tourna le cou par-dessus son épaule. C'était une jeune femme qu'il n'avait pas encore vue à Sainte-Claire. Elle se tenait près de l'étagère du côté droit de l'entrée, où il rangeait les petites pièces prêtes à être livrées, et elle les regardait avec cette concentration de quelqu'un qui examine quelque chose avec un intérêt réel et non par manque de quoi que ce soit d'autre à faire. Les cheveux châtains dénoués en partie à cause du chemin jusqu'ici, avec des mèches tombant le long du cou d'une façon légèrement détachée qui paraissait naturelle chez elle et non négligée. Un panier en osier accroché au bras avec un papier plié à l'intérieur. Henri se retourna complètement. La jeune femme leva les yeux de l'étagère vers lui avec un naturel qui n'était pas fin. C'était juste sa façon d'être. Elle dit que son père avait besoin de charnières pour des armoires qui étaient en train d'être montées dans la nouvelle pharmacie, au coin de la rue. Elle montra le papier avec les mesures notées de l'écriture soignée d'Ernest. Elle dit son nom, Cécile Delorme, avec la simplicité de quelqu'un qui donne une information et non une présentation formelle. Henri sécha ses mains sur son tablier, prit le papier, lut les mesures.
6 charnières de 3 pouces, 2 de 5. Standard, rien qui ne doive être fabriqué de zéro, il en avait quelques-unes prêtes en stock. Il le lui dit et alla les chercher au fond de l'atelier. Lorsqu'il revint, elle n'était plus là où il l'avait laissée. Elle s'était déplacée le long de l'étagère et se tenait maintenant devant une petite pièce qui se trouvait à hauteur des yeux, une enclume miniature en fonte, d'une quinzaine de centimètres de long, polie différemment du reste. De toute évidence, pas une pièce fonctionnelle, mais un objet qui avait une histoire. Elle demanda ce que c'était. Henri posa les charnières sur l'établi, regarda la pièce une seconde et répondit que c'était à son père. Il l'avait fabriquée lorsqu'il apprenait le métier, à 18 ans, comme pièce d'épreuve pour le maître forgeron qui lui avait enseigné. C'était le premier objet que son père avait fait tout seul. 3 mots de plus que ce qu'il disait d'habitude, à n'importe qui, sur n'importe quel sujet personnel. Cécile regarda la petite enclume un instant de plus, puis le regarda lui, avec une expression qui n'était ni de la pitié, ni de la curiosité indiscrète. C'était juste de l'attention. Elle dit que c'était beau, qu'on voyait que ça avait été fait avec soin. Et ensuite elle retourna à l'établi, vérifia les charnières, demanda le prix, paya avec l'appoint exact qu'elle sortit de la petite bourse tirée du panier, remercia et s'en alla. Henri resta immobile quelques secondes après sa sortie, les mains sur le bord de l'établi, regardant la porte ouverte. Puis il retourna au fer à cheval qu'il avait laissé en plan. Mais cette nuit-là, dans le lit avec la fenêtre entr'ouverte et la fraîcheur d'août entrant en un fil de vent, il resta éveillé plus longtemps que d'habitude, sans penser à rien de spécifique qu'il aurait pu nommer. Seulement éveillé d'une manière légèrement différente de l'ordinaire, comme lorsqu'une petite chose change dans le rythme d'une chanson connue et que vous vous en rendez compte sans connaître le nom de ce que vous avez perçu. Une semaine passa. Henri ne pensa à la jeune femme de la pharmacie avec aucune intention particulière cette semaine-là. Elle était apparue, avait demandé ce dont elle avait besoin, il l'avait servi. C'était une transaction comme tant d'autres. Si son visage avait croisé son esprit 1 ou 2 fois ces jours-là, ce ne fut pour aucune raison qu'il pût nommer. Et puis elle revint. C'était un vendredi matin, avec l'odeur du pain de Madame Stéphanie flottant encore doucement dans l'air de la rue, lorsque Cécile apparut de nouveau sur le pas de la porte de la forge. Cette fois, il n'y avait pas de papier avec des mesures ni de panier en osier. Elle entra avec cette même démarche calme, salua Henri, qui était à l'établi en train de vérifier les commandes du jour, et dit qu'elle était revenue à cause de l'enclume. Henri leva les yeux du carnet de commandes. Elle expliqua qu'elle avait repensé à ce qu'il lui avait dit lors de sa visite précédente, que son père avait fabriqué cette pièce comme épreuve de métier à 18 ans. Et elle demanda si son père était resté longtemps forgeron avant de lui transmettre le métier. C'était le genre de question que la plupart des gens ne posaient pas. Non pas qu'ils ne voulaient pas savoir, mais parce qu'ils percevaient intuitivement qu'Henri n'était pas le genre de personne à s'ouvrir à ce type de conversation. Il y avait dans sa façon de bouger et dans le silence qu'il portait quelque chose qui fonctionnait comme une frontière non déclarée, et en général, les gens respectaient cette frontière sans avoir besoin de panneaux d'avertissement. Cécile, soit n'avait pas remarqué cette frontière, soit l'avait remarquée et avait décidé que la question était valable de toute façon. Henri la regarda une seconde, cherchant une quelconque intention qui n'y était tout simplement pas. Et puis il répondit. Son père avait travaillé comme forgeron pendant 22 ans, dit-il. Il est mort quand Henri en avait 12. Il avait appris le reste tout seul avec les carnets de son père et avec la pratique. Cécile hocha la tête comme si c'était exactement ce qu'elle avait imaginé. Elle dit que son père aussi s'était formé tout seul en partie, que l'école de pharmacie enseignait la théorie, mais que la vraie pratique, il l'avait apprise dans une épicerie de denrées et condiments qui vendait des remèdes et où le patron l'avait laissé manipuler les formules dès son plus jeune âge. Henri ne répondit rien, mais il ne coupa pas non plus la conversation. Il resta là, le carnet toujours ouvert à la main,
dans une posture qui n'indiquait pas un intérêt déclaré, mais qui n'était pas non plus de la hâte pour qu'elle s'en aille. Cécile resta encore une dizaine de minutes. Elle parla de la pharmacie qui était en cours d'organisation, des armoires que les charnières qu'elle avait achetées soutenaient enfin, de l'odeur différente de l'air de Sainte-Claire comparée à Clermont-Ferrand, plus sec et plus pur en même temps. Elle n'attendit pas qu'il engage la conversation. Elle conversait comme quelqu'un qui pense à voix haute pour une compagnie trouvée par hasard et qui ne semble pas dérangée. Quand elle partit cette fois-là, elle dit à bientôt avec la même simplicité de quelqu'un qui dit ça à une personne qu'elle va revoir sous peu, comme si c'était un fait et non un espoir. Henri répondit d'un signe de tête. Cet après-midi-là, tout en martelant sur le fer chaud, il se rendit compte qu'il avait écouté plus que d'ordinaire, pas d'une manière qui le dérangeait, juste différent de l'habitude. Et le lendemain matin, lorsqu'il alla prendre son deuxième café de la journée et qu'il regarda par la fenêtre de la forge vers la rue pavée au dehors, il remarqua qu'il fixa pendant quelques secondes la direction de la pharmacie du coin sans un motif précis qui puisse le justifier. C'était tout. Pour l'instant, c'était tout. Mais chez Henri Dumont, un homme qui depuis des mois ne regardait rien sans une raison objective qui le justifie, c'était déjà quelque chose qui n'était pas là auparavant. Le mois d'août s'écoula avec la lenteur typique des mois dont on découvre plus tard qu'ils sont passés trop vite. La pharmacie de l'Orme prit forme avec une progression que M. Leblanc de l'épicerie accompagnait de l'approbation discrète de celui qui sait reconnaître une bonne installation. Ernest avait cette façon de travailler des hommes qui ont fait du soin aux autres une philosophie de vie. Les flacons alignés avec précision sur les étagères que Cécile avait organisées par couleur et par usage, les herbes séchées suspendues en fagots aux poutres du plafond de l'arrière-salle, l'odeur de camphre et de mélisse imprégnée dans les murs comme si elle avait toujours été là. Cécile revint à la forge avec suffisamment de régularité pour qu'Henri sache que c'était une habitude et non une coïncidence, mais de façon assez espacée pour que cela ne paraisse jamais une imposition. Il y avait toujours un motif concret pour la visite, une pièce de métal pour tenir le support d'une étagère, un crochet pour suspendre les fagots d'herbe, un loquet pour l'armoire des remèdes les plus forts que le père voulait garder fermés. Mais il y avait toujours aussi ce moment où l'affaire de la pièce était réglée et elle restait encore un peu, regardant les objets de l'atelier avec cette attention à elle, posant une ou deux questions qui ne regardaient jamais personne d'autre mais qu'Henri, à sa propre surprise, ne rechignait pas à répondre. Il apprit des choses sur elle durant ces mois de la même manière qu'on apprend n'importe quoi sur quelqu'un quand on n'essaie pas d'apprendre, par accumulation de détails. Il sut que sa mère était morte quand elle avait 15 ans, d'une longue maladie que la famille ne nommait pas à voix haute, mais que le corps de Cécile avait gardé sous la forme de ce calme, de celle qui a appris très tôt que certaines choses n'ont pas de réponse et qu'il faut vivre quand même. Il sut qu'elle récoltait des graines de plantes médicinales lors de chaque voyage qu'elle faisait, gardées dans un vieil étui en cuir qui avait appartenu à sa mère. Il sut qu'elle écrivait dans un carnet à la couverture bleue délavée, pas un journal intime. Elle-même avait dit que ce n'était pas un journal, mais des notes, noms de plantes, formules pharmaceutiques que son père enseignait, questions qui n'avaient pas de réponse immédiate, observations sur les choses et les gens autour. Ce dernier détail, Henri l'avait découvert par hasard un après-midi de septembre, lorsque Cécile était arrivée à la forge, alors qu'il terminait une commande urgente et qu'elle avait attendu assise sur un banc en bois qui se trouvait près de l'entrée, le carnet ouvert sur ses genoux et le stylo à la main. Elle n'avait pas remarqué qu'il pouvait la voir de la position où il était, de profil, avec la lumière de l'après-midi tombant de biais par la porte. Elle écrivait avec cette concentration qu'elle avait parfois, le bout de la langue légèrement pressé sur les dents du bas, les cheveux châtains détachés du côté gauche, tombant vers l'avant. Henri travailla plus lentement pendant ces minutes-là.
Lorsqu'il termina la pièce et alla jusqu'à l'établi s'essuyer les mains, elle ferma le carnet avec naturel, sans le cacher ni attirer l'attention, et demanda si la commande était bien. Il répondit qu'elle était bien, que c'était un loquet pour la fenêtre de Madame Bernadette. Elle dit qu'elle avait remarqué que la fenêtre de Madame Bernadette donnait du fil à retordre, qu'elle voyait de l'extérieur que le battant était de travers. Il fut d'accord avec l'évaluation. Elle eut ce petit rire discret et bas qui parfois commençait ainsi et grandissait sans qu'elle s'en aperçoive, et dit que M. Leblanc lui avait raconté que la vache du fermier voisin avait mangé le potager de Madame Bernadette, et qu'elle imaginait que la fenêtre avait empiré après ce jour-là par pure indignation. Henri resta immobile une seconde, avec son chiffon à la main, et alors, sans le planifier, sans se prévenir lui-même, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis avant la guerre. Il sourit. Ce ne fut pas un grand sourire, ce fut discret, fugace, presque imperceptible. Mais il était là. Cécile le vit et ne fit aucun commentaire, avec la sagesse de celle qui comprend que mentionner certaines choses les fait disparaître. Elle lui rendit seulement un sourire de la même qualité discrète et se leva pour prendre le loquet qu'elle avait commandé. Mais Henri ressentit cela dans sa poitrine des heures plus tard, comme lorsqu'on reçoit un coup léger et que le bleu n'apparaît que le lendemain. Quelque chose avait bougé dans un endroit qu'il croyait fermement avoir oublié comment fonctionner. Septembre devint octobre, avec l'air se rafraîchissant et le ciel de Sainte-Claire prenant cette couleur bleue profonde que l'automne auvergnat produit en guise d'accueil. Les montagnes autour de la ville se paraient de reflets dorés et cuivrés avec les premières brises fraîches, et le ruisseau des petites pierres qui traversait le fond des jardins du côté sud du village gagnait en volume et en bruit. Henri découvrit également, sans avoir prévu de le découvrir, que Cécile avait un endroit qu'elle fréquentait en fin de journée. C'était une pierre dans le ruisseau, grande et plate, un peu à l'écart du chemin habituel des habitants, partiellement cachée par la cime d'un érable qui n'avait pas encore pris toutes ses teintes d'automne en ce mois d'octobre, mais qui le promettait par l'abondance de son feuillage. Elle appelait cette pierre, il le sut bien plus tard, la pierre de la fin du jour. Elle allait s'y asseoir, dénouer ses cheveux qu'elle avait gardés attachés pendant les heures de travail à la pharmacie et restait à regarder l'eau couler. La première fois qu'Henri la vit là, ce fut par hasard, lorsqu'il alla au ruisseau chercher de l'eau pour un seau qu'il utilisait pour refroidir les pièces. Elle lui tournait le dos, elle ne l'avait pas vue. Il resta immobile un moment sur la berge la plus haute, regardant cette silhouette immobile, avec les cheveux châtains lâchés sur le dos et les pieds nus sur la pierre froide. Puis, il se retourna et repartit par le chemin par lequel il était venu, plus lentement que nécessaire. Cette nuit-là, il tapota des doigts sur l'établi un long moment avant de dormir. La pharmacie de l'Orme ouvrit officiellement le 3 octobre 1871 avec une bénédiction du père Théodore et la présence d'une bonne partie du village qui avait attendu des années pour un établissement de ce genre. Ernest avait préparé un petit stock de remèdes de base apportés de Clermont-Ferrand, plus les herbes médicinales qu'il cultivait dans un carré au fond du jardin et qu'il faisait sécher avec la méthode que sa propre mère lui avait enseignée avant n'importe quel livre de pharmacie. Henri n'alla pas à l'inauguration, il n'allait plus au rassemblement de rue depuis son retour. Mais cet après-midi-là, lorsque le bruit de la célébration arriva assourdi jusqu'au bout de la rue principale où se trouvait la forge, il resta figé sur le pas de la porte de l'atelier pendant quelques secondes, regardant en direction de la place, avant de rentrer à l'intérieur. Madame Stéphanie y alla, naturellement, et revint en début de soirée avec cette expression qu'elle réservait pour lorsqu'elle avait décidé quelque chose sans pour autant l'annoncer. Elle s'assit à la table du dîner, servit le bouillon qu'elle avait préparé avant de sortir, et commenta, pendant qu'Henri mangeait, que le pharmacien était un homme très bon et poli, que la pharmacie était très bien organisée, et que sa fille avait une manière de prendre soin de tout autour d'elle sans que personne ne se rende compte que c'était elle qui s'en occupait. Henri ne répondit rien.
Il but son bouillon. Madame Stéphanie n'insista pas. Mais elle regarda son fils une seconde avec cette attention à elle qui remarquait tout et vit quelque chose dans son expression qui n'y avait pas été depuis des mois. Elle ne savait pas encore nommer ce que c'était, mais c'était différent du vide d'avant. Et différent, c'était déjà quelque chose. Ce fut par un après-midi d'octobre, presque à la fin du mois, que la première chose étrange arriva. Cécile était arrivée à la forge comme d'habitude, avec une petite commande, un anneau de fer pour tenir un support de lanterne que son père voulait installer sur le mur de la pharmacie. Henri forgea la pièce pendant qu'elle attendait, et au moment de la lui remettre, Cécile ouvrit le panier pour ranger l'anneau, et le carnet bleu glissa sur le bord de l'établi. Elle le rattrapa vite, mais pas assez vite pour que la page qui était restée ouverte ne soit pas visible une seconde. Henri ne l'eut pas exprès. Mais il y avait une ligne écrite en lettres plus grandes que le reste, en haut d'une page, qui comportait d'autres notes plus petites en dessous. Et les lettres étaient assez grandes pour que, en une seconde, il lise sans le vouloir. Le forgeron tapote des doigts sur l'établi quand il est loin même en étant près. Cécile ferma le carnet, le rangea dans le panier avec calme et demanda combien coûtait l'anneau. Sa voix ne changea pas. Son expression ne changea pas. C'était comme si cette ligne n'était tout simplement pas là. Henri donna le prix. Elle paya, remercia, s'en alla. Et cette phrase resta avec lui pendant des jours. Non pas parce que c'était un compliment ou une critique. C'était une observation. Elle l'avait regardé avec le genre d'attention qui remarque ce qui n'est pas dit, et elle avait noté ce qu'elle avait vu. Le forgeron tapote des doigts sur l'établi quand il est loin même en étant près. C'était exact. C'était absolument exact. Et personne, pas même sa mère qui le connaissait depuis toujours, n'avait remarqué cela et ne l'avait transformé en phrase. Il y avait quelque chose de troublant là-dedans. Et il y avait aussi quelque chose qu'Henri ne parvenait pas à nommer, qui restait dans sa poitrine comme une pression qui ne fait pas mal, mais que vous sentez tout le temps. C'était presque comme être vu. Et Henri Dumont avait passé plus d'une année entière sans être vu par personne. Octobre se termina, et avec lui, le commencement d'une chose que, à ce moment-là, aucun des deux n'avait encore nommée. Novembre apporta l'odeur de terre mouillée, que les pluies d'automne laissent dans l'air lorsqu'elles arrivent après des mois plus secs. Le village devint plus doré, plus bruyant avec le chant des oiseaux qui revenaient dans les arbres de la place, plus vivant d'une manière générale qui tenait à la saison et non à aucune autre chose en particulier. Mais dans la forge du bout de la rue et dans la pharmacie du coin aux hautes fenêtres, quelque chose avait changé de température qui n'avait rien à voir avec le calendrier. Et ce fut exactement à ce moment-là, quand les choses devenaient plus chaudes, de la manière la plus silencieuse possible, que Gaston de Valois arriva à Sainte-Claire. Il arriva un matin de novembre sur une bonne monture, bien nourri, bien vêtu avec le pantalon de coutil et la chemise en lin de l'homme qui n'a jamais eu besoin de se soucier du prix d'aucun des deux. 30 ans, cheveux sombres bien peignés, moustache taillée avec le soin de celui qui a un bon miroir et le temps de l'utiliser. Fils d'Antoine de Valois, propriétaire du plus grand domaine de la commune et d'une bonne partie de l'influence qui circulait dans la région, Gaston avait l'air de celui qui a toujours su que le monde s'ajusterait à son rythme et non l'inverse. Le village entier remarqua son arrivée. Gaston de Valois n'apparaissait pas à Sainte-Claire fréquemment, il préférait la grande ville plus au nord où il avait ses affaires. Quand il apparaissait, c'était pour une raison précise. Et la raison, cette fois-ci, ne mit pas longtemps à fuiter par le réseau de commérage de la place et des pas de porte des maisons. Cécile Delorme avait été courtisée par Gaston 2 ans auparavant, quand elle habitait encore à Clermont-Ferrand. Il était apparu chez Ernest avec la médiation d'un parent en commun, bien habillé et avec de belles paroles, et Cécile l'avait reçu avec politesse et l'avait refusé avec clarté. Elle n'avait pas dit que c'était pour un autre, parce que ce n'était pas pour un autre.
Elle avait dit qu'il n'y avait aucun intérêt de sa part et qu'elle préférait que l'affaire soit réglée avec cette conversation. Gaston était parti, mais le déménagement de Cécile à Sainte-Claire, qui se trouvait dans une région où l'influence des Valois avait de vieilles racines, lui sembla une opportunité que le destin avait pourvue. Ernest sut l'arrivée de Gaston le jour même dans l'après-midi, lorsque M. Leblanc vint à la pharmacie avec l'excuse d'acheter des compresses, et que le vrai sujet fit son apparition petit à petit dans la conversation avec cette manière dont les vrais sujets apparaissent toujours dans les petits villages. Le pharmacien resta silencieux, ajusta ses lunettes sur son nez, dit qu'il allait voir ce qu'il y avait à faire. À l'intérieur de lui, il ressentit un malaise qu'il connaissait bien, le malaise de celui qui sait que l'influence qu'on ne possède pas peut être bien plus difficile à affronter que n'importe quel argument rationnel. Cécile le sut lorsque son père arriva au dîner avec cette expression qu'il arborait lorsqu'il y avait quelque chose de lourd qu'il ne voulait pas poser sur la table en même temps que la nourriture. Elle attendit. Ernest dit après un moment que Gaston de Valois était à Sainte-Claire. Il dit qu'il viendrait probablement leur rendre visite. Il dit que la décision lui appartenait, comme toujours. Cécile mit sa cuillère de côté, regarda son père avec ce calme qui n'était pas de l'indifférence, mais bien la sérénité de celle qui a déjà pris une décision et qui n'attend que la circonstance pour l'exécuter, et dit qu'elle était au courant. Elle dit que sa décision restait la même qu'il y a 2 ans. Ernest hocha la tête, mais dans son regard, il y avait quelque chose qu'elle reconnut comme de l'inquiétude qu'il essayait de ne pas montrer. Et Cécile, qui connaissait son père mieux que n'importe quelle autre personne au monde, comprit qu'il y avait plus que ça. Elle demanda directement ce qu'il y avait d'autre. Ernest soupira avec la résignation de celui qui réalise que cacher des choses à sa propre fille est une bataille qui n'a jamais été gagnée. Il raconta que Valois avait fait passer un message indirectement par M. Leblanc, pas une menace directe. Ce n'était jamais une menace directe avec cette famille, mais une mention désinvolte que le père de Gaston, Antoine de Valois, avait fourni des recommandations qui avaient aidé dans la négociation de l'espace de la pharmacie, et que ces recommandations pouvaient avoir, disons, une durée de vie variable selon la façon dont les choses allaient se développer par ici. La pharmacie avait été négociée avec la famille qui était propriétaire de l'immeuble, la famille Bourgeois qui avait déménagé à Lyon. Et les Bourgeois avaient de vieux liens commerciaux avec les Valois. Cécile resta silencieuse un bon moment après cela. Pas par impuissance. C'était le silence de celle qui organise ses pensées avant de décider comment agir. Et pendant que cela se passait à la table du dîner de la famille Delorme, de l'autre côté du village, dans la forge au bout de la rue, Henri Dumont entendait la même nouvelle de la bouche de M. Gérard, qui était passé par la forge pour retirer une commande et était resté plus longtemps que prévu comme c'était l'habitude de M. Gérard. Henri écouta le nom de Gaston de Valois avec l'expression neutre de toujours. Mais quand M. Gérard partit, et que l'atelier redevint silencieux, avec le feu de la forge bas et le bruit de la rue pavée arrivant étouffé par la porte, il resta figé sur l'établi plus longtemps que d'ordinaire, tapotant ses doigts sur le rythme lent que tout le monde avait appris à reconnaître. Il y avait quelque chose dans cette nouvelle qui l'accompagna. Un type spécifique de malaise qui, s'il avait été complètement honnête avec lui-même cet après-midi-là, était différent du malaise qu'il ressentait pour toute autre chose qui le dérangeait habituellement. C'était le genre de malaise qui ne survient que lorsque quelque chose dont on ne savait pas que c'était à soi est menacé d'une façon qu'on n'a pas encore le vocabulaire pour nommer. Mais Henri Dumont était un homme de peu de vocabulaire pour les choses du cœur. Et cette nuit-là, il alla se coucher avec la fenêtre entr'ouverte et la fraîcheur de novembre s'infiltrant par l'interstice, sans rien nommer. S'il avait su ce qu'il gardait à l'intérieur de lui cette nuit-là, peut-être n'aurait-il pas réussi à dormir. Si vous appréciez l'histoire d'Henri et de Cécile, laissez un commentaire ici en bas en disant ce que vous en pensez. L'histoire ne fait que commencer,
et ce qui vient dans le prochain chapitre va toucher le cœur de tout le monde. Le mois de novembre s'écoula avec l'attention subtile de celui qui sait qu'une pluie arrive, mais ne voit pas encore de nuages à l'horizon. Gaston de Valois s'était installé à l'auberge de Sainte-Claire, qui était une maison avec 2 chambres disponibles que Madame Rachel louait aux voyageurs de passage, et il indiquait clairement par la façon dont il n'avait pas hâte qu'il n'était pas exactement un voyageur de passage. Il apparut à la pharmacie le 3e jour après son arrivée, avec cet air de celui qui rend une visite de courtoisie et non d'intention, ce qui naturellement ne trompa personne. Ernest le reçut avec la politesse qui avait toujours caractérisé le pharmacien, lui offrit un siège, lui servit de l'eau. Gaston posa les questions de rigueur sur l'installation du commerce, fit quelques compliments sur l'espace, fit des commentaires sur la région, sur la famille de son père qui avait des terres tout près, sur combien c'était bon pour le village d'avoir un professionnel de qualité installé ici. Cécile entra dans l'arrière-salle, pendant que son père et le visiteur discutaient, salua Gaston avec la même politesse qu'il avait apportée, répondit aux questions qu'il lui adressa avec des réponses précises qui n'ouvraient pas la place à une suite et retourna vers les étagères avec l'excuse d'une réorganisation qui devait être faite. Gaston s'en alla au bout d'une demi-heure avec le même air de celui qui n'était pas pressé. Mais avant de partir, il avait réussi, d'une manière qui paraissait désinvolte mais ne l'était pas, à convenir avec Ernest qu'il passerait le samedi suivant pour chercher des remèdes dont il avait dit avoir besoin. Cécile, écoutant depuis l'arrière-salle, referma un flacon en verre avec plus de force que nécessaire. Le samedi arriva, Gaston aussi. Et après, lui vint un autre samedi et un autre. Chaque visite avait un prétexte différent, chaque prétexte était assez transparent pour que quiconque puisse voir ce qu'il y avait dessous, et personne dans le village n'eut besoin de beaucoup de temps pour comprendre la situation avec tous ses contours. Ce que personne n'attendait, peut-être pas même Cécile elle-même, c'était l'effet que ces visites eurent à l'autre bout du village. Henri apprit les visites régulières de Gaston à la pharmacie par le moyen le plus inévitable à Sainte-Claire. Monsieur Leblanc le mentionna en passant, avec le soin désinvolte de celui qui n'est là que pour informer. Henri dit qu'il avait compris et continua ce qu'il faisait. Monsieur Leblanc resta à attendre une réaction et, n'en trouvant aucune, s'en alla légèrement déçu du manque de matière pour le prochain commentaire. Mais sous cette surface impassible, quelque chose s'était mis en mouvement qu'Henri n'avait ni de nom, ni l'habitude de ressentir. Il n'alla pas parler à Cécile à ce sujet. Ce n'était pas son genre, et il n'y avait aucune raison apparente. Après tout, il n'avait aucun accord entre eux, aucune conversation qui justifie qu'il ait le moindre sentiment sur ce qui se passait à la pharmacie ou dans sa vie. Mais les jours qui suivirent les nouvelles sur Gaston, Henri travailla avec une intensité différente, le marteau s'abattant avec plus de force que la nécessité technique ne le demandait, le rythme plus rapide, l'expression plus fermée. Madame Stéphanie remarqua. Madame Stéphanie remarquait toujours, mais elle resta silencieuse, comme elle le restait sur les choses qu'elle savait avoir besoin de leur propre chemin pour arriver au bon endroit. Ce fut un après-midi de novembre, avec un ciel chargé de nuages qui promettait une forte averse, que la conversation différente eut lieu. Cécile était apparue à la forge plus tard que d'habitude, presque en fin de journée, alors qu'Henri laissait déjà la forge refroidir et rangeait les outils pour clôturer la journée. Elle n'apporta aucune commande. Elle resta à l'entrée un moment, regardant à l'intérieur, et puis elle entra d'un pas légèrement moins calme que d'habitude. Henri la regarda sans parler. Il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas de l'agitation, c'était plus comme l'expression de quelqu'un qui a porté un poids toute la journée et qui arrive à un endroit où il n'a plus besoin de le porter avec le même effort. Elle resta un instant à regarder l'enclume du père d'Henri sur l'étagère. Puis elle dit, sans introduction, qu'il y avait des jours où les gens autour avaient beaucoup d'opinions sur ce qui était le mieux pour elle, sans avoir demandé une seule fois ce qu'elle-même en pensait.
Henri posa l'outil qu'il était en train de ranger. Il resta à la regarder. Cécile continua, disant qu'elle avait grandi à une époque où les femmes étaient éduquées pour accepter que les bonnes choses viendraient par les mains d'une autre personne, qu'il suffisait de se demander si cette personne était assez bonne pour mériter l'acceptation, mais que sa mère, avant de tomber malade, lui avait dit une chose différente. Elle lui avait dit que le seul choix qui importait était celui qu'on ferait à nouveau, si on le pouvait, et qu'elle avait décidé depuis très jeune que tout ce qui ne passait pas ce test ne méritait même pas la première fois. Henri resta silencieux un moment. Puis il dit, d'une voix qui sortit plus directe qu'il ne l'avait prévu, qu'il pensait que sa mère était une femme sage. Cécile le regarda une seconde avec cette attention à elle. Et puis le petit rire bas commença au coin de sa bouche et grandit doucement, ce rire qui commençait sans prévenir et dont elle se surprenait elle-même. Elle dit que sa mère pensait certainement que oui. Ce fut à ce moment-là que la pluie commença. Elle vint d'un seul coup, sans la bruine d'avertissement qui précédait normalement les averses de ces montagnes. Elle vint forte, bruyante, avec cette odeur de terre mouillée qui remplit l'air de l'atelier en quelques secondes. Cécile fit un pas à l'intérieur de la porte où la pluie n'atteignait pas, et ils restèrent l'un à côté de l'autre à regarder la rue pavée qui en quelques secondes avait de l'eau coulant sur les bords, les grosses gouttes explosant sur les pavés irréguliers avec un vacarme qui rappelait légèrement des applaudissements épars. Ils restèrent là. Ce ne fut pas une longue conversation, ces minutes-là. Ce fut plutôt le genre de choses qui arrivent quand deux personnes arrêtent ce qu'elles étaient en train de faire et existent simplement dans le même espace, regardant la même chose, sans être pressées d'aller nulle part. La pluie tombait. L'odeur de fer chaud et de terre mouillée se mélangeait dans l'air de l'atelier. Un oiseau cria dehors et se tut. Henri réalisa, dans ces minutes-là, qu'il y avait un silence qui était lourd et un silence qui respirait, et que celui-là, ici, sur le pas de cette porte pendant que la pluie tombait sur la rue pavée, était du second genre. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas senti la différence. La pluie diminua après une vingtaine de minutes. Elle devint une fine bruine qui s'arrêta bientôt aussi. Cécile dit qu'elle devait retourner à la pharmacie, que son père l'attendait. Henri dit qu'il avait compris. Elle s'en alla, les pointes de ses cheveux humides et ses bottines, faisant un bruit mouillé sur les pavés de la rue. Henri resta sur le pas de la porte quelque temps après son départ, regardant la rue qui était maintenant propre et brillante, avec le reflet de la fin du soleil dans les flaques, et sentit dans sa poitrine cette pression de nouveau, celle qui ne fait pas mal mais qu'on sent tout le temps, sauf que cette fois c'était un peu différent. Cette fois c'était moins de la pression et un peu plus proche de la chaleur. Décembre arriva avec la fête de la Sainte-Anne prévue pour le 26 juillet, mais les préparatifs dans le village commençaient tôt, comme c'est la coutume des endroits qui ont peu de grands événements par an et qui donc les traitent avec une attention proportionnelle. La place fut ornée de guirlandes de lampions. Le kiosque vert mousse reçut enfin la peinture qu'il attendait depuis des années. Elle sortit d'une couleur un peu plus foncée qu'avant, mais propre. Les habitants commencèrent à parler de qui viendrait, de la danse, du grand feu. Henri n'était pas allé à la fête de la Sainte-Anne depuis 4 ans, depuis avant la guerre. Les fêtes avaient cessé d'avoir du sens pour lui, de la même manière que la plupart des choses collectives avaient cessé d'en avoir, non par antipathie, mais par cette distance qui s'installe entre un homme et la joie des autres quand la sienne s'est perdue quelque part qui n'a pas de nom sur la carte. Ce fut par un après-midi de début juillet que Cécile mentionna la fête, pas avec une intention visible. Elle était à la forge pour chercher une pièce et commenta, en attendant, qu'elle avait remarqué les préparatifs sur la place et qu'elle trouvait belle cette coutume des fêtes de village. La façon dont tout le monde y participait, combien c'était différent des fêtes de Clermont-Ferrand, qui étaient plus grandes mais moins « à tout le monde », dit-elle, en cherchant le mot juste. Henri lui tournait le dos à ce moment-là, rangeant des outils. Il resta silencieux une seconde. Et puis, sans se retourner,
Il dit que ça allait être la première fois qu'il irait à la fête depuis son retour. Cécile ne répondit rien d'immédiat. Quand il se retourna pour lui tendre la pièce, elle avait une expression qui était difficile à classer, un mélange de surprise contenue et de quelque chose de plus doux qu'il ne sut nommer sur le moment. Elle prit la pièce, dit qu'elle avait entendu dire que les musiciens de la danse cette année-là étaient nouveaux et venaient d'une ville au nord, et s'en alla. Le 26 juillet arriva avec le village plus éveillé que d'habitude depuis le matin. L'odeur de nourriture venant des maisons ouvertes, les enfants au milieu de la rue avec leurs habits les plus neufs, les hommes ajustant leurs chapeaux et les femmes avec leurs cheveux plus soignés qu'un jour ordinaire. Le kiosque fraîchement peint avait ses lampions allumés avant même la tombée de la nuit, et le grand feu au bord de la place commença à être monté au milieu de l'après-midi. Henri y alla. Il arriva alors qu'il faisait déjà nuit, que le feu était allumé et que la musique avait commencé, avec cette façon d'entrer dans les endroits de quelqu'un qui ne cherche pas l'attention. Il resta sur les bords un bon moment à observer. La place était pleine, la majorité du village était venue comme de coutume, avec ce brassage de générations qu'ont les fêtes de campagne et que les grandes villes ont perdu. Il vit Gaston de Valois avant de voir Cécile. L'homme était du côté opposé de la place, bien habillé comme toujours, en conversation avec un groupe de propriétaires terriens qui incluait son père. Il remarqua Henri de loin avec ce regard de jaugeage que les hommes de position développent pour les étrangers dans un espace qu'ils considèrent comme le leur. Henri n'en eut cure. Il détourna le regard, et puis il vit Cécile. Elle était à côté de son père, vêtue d'une robe de couleur sombre qu'il ne lui avait jamais vue, les cheveux châtains attachés différemment de d'habitude, avec une tresse sur le côté qui laissait son oreille découverte. Elle riait de quelque chose qu'Ernest avait dit, ce rire qui commençait bas et grandissait sans prévenir, et la lumière du feu frappait sur elle d'une façon qu'Henri resta à regarder plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Elle le vit lorsqu'elle tourna la tête pour saluer quelqu'un à côté. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance de la place. Cécile ne feignit pas la surprise. Elle hocha simplement la tête légèrement, de sa façon à elle, et retourna à sa conversation avec son père. Henri resta là où il était encore un moment. La danse commença, et la place gagna en rythme et en bruit et en mouvement. Éventuellement, sans plan préétabli, il se mit à marcher sur le bord de la fête et finit par arriver près d'où se trouvaient Cécile et Ernest. Ernest le vit en premier. Le pharmacien lui tendit la main avec une joie sincère qu'Henri avait remarquée lors des rares occasions où ils s'étaient croisés, cette joie simple de celui qui aime les gens sans avoir besoin d'un motif élaboré. Il dit qu'il avait été très content de voir la forge reprendre son activité, qu'il avait déjà eu l'occasion d'avoir besoin de pièces de fer au premier temps et que le travail d'Henri était de première qualité. Henri le remercia. Cécile le salua avec le naturel de toujours, commenta qu'elle s'était demandé s'il allait faire son apparition. La danse en était à sa deuxième ronde quand l'un des musiciens appela ceux qui voulaient danser. Il y eut un mouvement sur la place de ceux qui attendèrent l'appel et de ceux qui faisaient semblant de ne pas l'attendre. Henri ne dansait pas. Il n'avait pas dansé depuis avant la guerre. Il y avait en lui une vieille résistance au genre de présence que la danse exige, la présence de celui qui est complètement là, complètement visible, sans armure. Mais il y avait aussi, cette nuit-là, la lumière du feu et l'odeur de fumée et de nourriture et de terre mouillée de la dernière pluie. Et il y avait Cécile à côté de lui, avec ses cheveux noués en tresses qui laissaient l'oreille à découvert. Et il y avait cette chaleur dans sa poitrine qui était arrivée l'après-midi de l'averse et qui n'était pas partie depuis. Il demanda, d'une voix qui sortit légèrement plus basse qu'il ne le souhaitait, si elle voulait danser. Cécile le regarda une seconde, avec une expression qui était nouvelle, qu'il n'avait pas encore cataloguée. Et elle dit oui, ils dansèrent une fois.
Ils furent maladroits dans les premières mesures, elle parce qu'elle était habituée à un autre rythme, lui parce qu'il était habitué à n'être dans aucun. Mais la musique était simple et insistante, et le pas de la danse ne pardonne pas l'indécision. Et après un certain temps, ils trouvèrent un rythme qui fonctionnait pour eux deux, pas parfait, mais présent. Henri tenait sa main dans sa main gauche et sa main droite posée légèrement sur le flanc d'elle. Ce contact léger et chaleureux que la danse permet et qui est différent de tout autre type de contact, car il a le prétexte de la musique comme compagnie. Cécile regardait droit devant elle la plupart du temps, comme la danse le demande, mais une fois, elle le regarda de côté avec un petit sourire privé qui n'était pas pour la place entière. Henri enregistra ce sourire dans un endroit qui n'était pas de la pensée. Quand la musique s'arrêta, ils se séparèrent avec naturel et restèrent côte à côte un moment avant que la conversation autour ne les ramène au monde. Gaston de Valois avait observé cette danse de l'autre bout de la place avec une expression qui resta ferme et contrôlée, mais les yeux de l'homme étaient ceux de quelqu'un qui vient de réviser un plan. Cette nuit-là, sur le chemin du retour vers la forge, Henri marcha lentement dans la rue pavée, avec le bruit de la fête arrivant encore assourdi par les ruelles. La fraîcheur de juillet était de retour, avec cette qualité tranchante des montagnes. Il resta un moment devant la porte de la forge, avant d'entrer, regardant le ciel qui était dégagé et plein d'étoiles, avec cette clarté que la nuit d'été permet quand il n'y a pas de nuages pour l'atténuer. Dans sa poitrine, il y avait cette chaleur à nouveau. Et cette fois, Henri resta avec elle un peu plus longtemps, au lieu de la pousser sur le côté. À l'intérieur de sa poitrine, il y avait aussi, rangé dans un tiroir de la chambre, qui restait verrouillé depuis plus d'1 an, une lettre qu'il avait écrite à sa mère une nuit avant une bataille, quand il avait cru qu'il ne reviendrait pas. Il ne l'avait pas envoyée parce qu'il était revenu. Il ne l'avait pas jetée parce qu'il n'y arrivait pas. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son retour, il pensa à cette lettre sans ressentir le poids habituel. Il y pensa avec une sorte de distance nouvelle, comme si elle était encore lourde, mais qu'elle se trouvait maintenant sur une étagère un peu plus haute, toujours présente, mais plus à la hauteur de le blesser autant. C'était aussi quelque chose de nouveau. Les jours qui suivirent la fête furent d'une qualité différente. Sainte-Claire reprit son rythme normal après la célébration, mais quelque chose avait changé dans l'air, entre la forge du bout de la rue et la pharmacie du coin, un changement qui n'avait pas de forme déclarée, mais que les gens qui prêtaient attention pouvaient percevoir. Madame Stéphanie percevait toujours. Elle avait remarqué que son fils dormait un peu mieux, que le petit déjeuner durait quelques minutes de plus qu'avant, comme s'il n'avait pas hâte de commencer la journée, ce qui était différent de l'époque où la hâte était la seule façon qu'il avait de ne pas rester immobile. Elle avait remarqué que le vendredi, quand elle faisait le pain, il était resté dans la cuisine 1 demi-heure au lieu des 20 minutes habituelles, et avait au passage dit que le pain de ce jour-là était particulièrement réussi. C'était un petit commentaire. Mais elle était restée dans la cuisine après qu'il soit parti pour la forge, tenant le bol en faïence entre ses mains et les yeux un peu brillants, remerciant en silence pour ce petit miracle d'un fils qui, peu à peu et à sa propre manière tortueuse, revenait. Mais les choses simples restent rarement simples bien longtemps quand il y a quelqu'un déterminé à les compliquer. Gaston de Valois était resté à Sainte-Claire, après la fête de la Sainte-Anne, avec une détermination qui s'était affermie, et non l'inverse, après ce qu'il avait vu sur la place. C'était un homme qui s'y connaissait en stratégie à sa façon, pas la stratégie des champs de bataille, mais celle des affaires et des influences, où l'on affronte rarement de front et où l'on travaille presque toujours par la bande. La visite qu'il fit à Ernest Delorme, la semaine après la fête, fut différente des précédentes. Cette fois, il y avait moins de charme et plus de substance. Ernest était seul à la pharmacie, Cécile était sortie ramasser des herbes dans le carré du fond, et Gaston ferma la porte avec ce calme qui est plus intimidant que n'importe quel cri. Il dit au pharmacien d'une voix basse et polie, qui rendait le contenu plus grave et non moins,
qu'il avait appris que la concession de l'immeuble où se trouvait la pharmacie était en cours de révision par la famille Bourgeois, qui avait, comme tout le monde le savait, une vieille relation avec les Valois. Il dit que cette révision pouvait aller dans plusieurs directions et que le résultat dépendait, en partie, de la façon dont certaines conversations se développeraient dans les temps à venir. Il n'y avait pas de menace directe. Il n'y avait jamais de menace directe avec cette famille. C'était juste le paysage décrit avec une précision qui montrait clairement qui connaissait le mieux le terrain. Ernest devint blanc. Il ajusta ses lunettes sur son nez avec ce geste mécanique qui était un signe de tension. Il dit que la pharmacie avait été négociée de façon légale et qu'il ne comprenait pas de quelle révision Gaston parlait. Gaston dit que légal et définitif n'étaient pas toujours la même chose, et il s'en alla en laissant la porte ouverte. Ernest resta derrière le comptoir un moment après que l'homme soit sorti, les mains appuyées sur le bois, regardant les flacons alignés que Cécile avait organisés par couleur comme elle le faisait toujours. Il ressentait cette chose que les hommes honnêtes ressentent lorsqu'ils réalisent que l'honnêteté peut ne pas suffire face à un type particulier de malhonnêteté qui ne signe jamais de son propre nom. Quand Cécile revint de l'arrière avec son tablier plein d'herbes fraîches et ses cheveux ébouriffés par le vent du jardin, elle trouva son père avec cette expression. Et cette fois, Ernest n'essaya pas de la cacher. Il raconta tout. Cécile écouta sans interrompre. Elle posa les herbes sur le comptoir doucement, retira ses gants de travail, les plia avec calme. Elle regarda son père un instant, avec cette expression de celle qui organise ce qu'elle ressent pour que cela tienne dans l'espace que l'action exige. Et puis elle dit qu'elle avait compris, qu'elle allait parler avec Gaston, et que son père n'avait pas à s'inquiéter. Ernest dit qu'il ne voulait pas qu'elle y aille seule, que ce n'était pas sûr, qu'il y avait d'autres manières de régler ça. Cécile dit qu'il y avait d'autres manières, et qu'elle allait choisir la plus directe. Elle dit qu'elle avait appris de sa mère qu'il existait une différence entre courage et imprudence, et qu'elle allait être courageuse, mais pas imprudente, et que son père connaissait bien cette différence lui aussi, et que c'était pour cela qu'il avait ouvert une pharmacie à Sainte-Claire, là où n'importe quel autre serait resté dans la sécurité de Clermont-Ferrand. Ernest resta silencieux. Il y avait chez sa fille quelque chose qu'il avait reconnu très tôt, et que sa mère possédait également, une fermeté qui ne venait pas de la colère mais de la conviction, qui n'avait pas besoin de volume pour être entendue. Il acquiesça, mais demanda qu'elle le laisse au moins savoir où elle allait. Cécile dit qu'elle allait jusqu'à l'auberge de Madame Rachel. Et elle y alla. Maintenant passons à ce qui est arrivé ensuite. Et prêtez attention, parce qu'à partir d'ici, l'histoire va vers un endroit qui restera en mémoire. Gaston était sur la véranda de l'auberge quand Cécile arriva, avec une tasse à la main et l'air de celui qui attendait qu'un sujet quelconque le distrait. Quand il vit qui arrivait par le chemin, il se figea, mais il y avait une lueur dans les yeux de l'homme qui était un mélange de satisfaction et de calcul. Cécile parvint jusqu'à lui et se tint debout devant la véranda avec la même posture avec laquelle elle faisait tout, directe et sans hâte. Elle dit qu'elle avait eu vent de la conversation avec son père. Elle dit qu'elle comprenait la stratégie et que, dans ces termes, elle était efficace. Et puis elle dit ce qu'elle était venue dire. Elle dit que la pharmacie de son père était le travail de toute une vie, qu'elle avait été construite avec honnêteté et avec soin par un homme qui avait dédié son existence au bien-être des autres. Et elle dit qu'elle n'allait pas accepter que ce travail soit utilisé comme monnaie d'échange pour aucune décision d'ordre personnel, de la sienne ou de qui que ce soit d'autre. Gaston dit, de ce ton doux, qu'il n'y avait rien qui était exigé de personne, que c'était juste une conversation. Cécile dit qu'elle savait distinguer une conversation d'une condition déguisée en conversation, et elle ajouta qu'elle avait clairement fait savoir 2 ans plus tôt qu'il n'y avait pas d'intérêt de sa part, et que le temps passé avait confirmé cette position et non l'avait altérée.
et que toute tentative d'utiliser la situation de son père pour changer ce tableau n'allait mener nulle part, car elle n'était pas le genre de personne à prendre une décision le cœur dans une main et la peur dans l'autre. Après cela, elle resta silencieuse une seconde, laissant ce qu'elle avait dit occuper la place que ça méritait. Gaston la regarda avec une expression qui passa par plusieurs stades en peu de temps, de la surprise à l'irritation contenue jusqu'à l'évaluation d'une sorte de respect involontaire qu'il n'avait clairement pas prévu de ressentir. Il posa sa tasse sur la rambarde de la véranda. Il dit avec une voix qui avait perdu sa douceur calculée et qui était devenue plus vraie, qu'elle avait rendu son point de vue très clair. Cécile dit que c'était fait. Elle lui souhaita une bonne fin de journée. Et elle s'en alla par le chemin de pierre avec des pas au même rythme que lorsqu'elle était arrivée, sans hâte, sans hésitation. 3 personnes virent cette scène de la fenêtre ou de la porte des maisons autour de l'auberge. 3 personnes furent suffisantes pour que, avant la fin de l'après-midi, une bonne partie de Sainte-Claire sache que la fille du pharmacien était allée parler personnellement avec Valois et était repartie avec le même calme qu'elle était arrivée. La version qui parvint à Henri fut par la bouche de M. Leblanc, qui cette fois-ci n'attendit même pas l'excuse d'un achat pour se rendre à la forge et la raconter. Il arriva sur le seuil de l'atelier en fin d'après-midi alors qu'Henri poussait les braises. Il dit ce qu'il y avait à dire avec cette objectivité de celui qui sait que le sujet parle de lui-même, et il attendit. Henri resta figé une seconde, avec son tisonnier à la main. Puis il posa le tisonnier au mur avec soin, s'essuya les mains sur son tablier et dit qu'il avait compris. Monsieur Leblanc attendit une autre réaction et, n'en trouvant pas, s'en alla pour la 2e fois, en peu de temps légèrement déçu par le forgeron. Mais cette fois, il y avait bien une réaction. Sauf qu'elle était interne, du genre qui ne remonte pas à la surface chez un homme comme Henri avec rapidité. C'était une chose qui continua de chauffer pendant qu'il terminait le travail de la journée, pendant qu'il fermait l'atelier, pendant qu'il montait les marches de la maison pour le dîner. Un mélange de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'admiration et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à la reconnaissance qu'il avait passé les derniers mois à regarder une personne sans avoir complètement compris ce qu'il regardait. Cécile y était allée seule, de face, sans demander l'aide de personne, affronter une situation qui menaçait ce qui était le plus important pour elle, et elle en était revenue avec la même posture qu'elle y était allée. Il y avait là-dedans un type de courage qu'Henri comprenait bien. Le courage de celui qui va sur le champ de bataille en sachant qu'il peut perdre et qui décide qu'y aller est plus important que le résultat. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas reconnu cela chez quelqu'un d'autre que lui-même. Cette nuit-là, après le dîner, Henri resta dans la cuisine avec sa mère plus longtemps que d'ordinaire. Madame Stéphanie faisait de la couture sur la chaise près de la fenêtre à la lumière de la lampe à huile, comme elle le faisait tant de nuit, et le silence entre eux deux était de ce genre confortable qui avait mis des mois à revenir exister après qu'il soit rentré de la guerre. Henri resta à regarder la table pendant un moment, puis il demanda, d'une voix qui essayait d'être plus désinvolte qu'il ne se sentait, ce que sa mère pensait de Cécile Delorme. Madame Stéphanie ne s'arrêta pas de coudre, mais il y eut un léger mouvement différent au coin de sa bouche que quiconque la connaissant bien reconnaîtrait comme le début d'un sourire qu'elle gardait pour l'instant. Elle dit, après un instant, qu'elle trouvait que Cécile était le genre de personne qui voit ce que les autres ne montrent pas et n'en fait pas tout un plat. Elle dit que c'était une qualité rare. Henri resta silencieux encore un moment. Puis il dit qu'il avait compris et partit dans sa chambre. Madame Stéphanie resta sur sa chaise avec sa couture sur les genoux pendant un bon moment, après avoir entendu les pas de son fils dans l'escalier, avec cette expression qu'ont les mères lorsqu'elles voient ne pousser chez leur fils quelque chose qu'elles ont arrosé sans savoir au juste avec quoi, mais qu'elles reconnaissent par la façon dont cela grandit. Et alors, finalement, elle sourit vraiment.
Ce qui arriva les jours suivants fut la chose la plus difficile qu'Henri Dumont eût accomplie depuis qu'il était revenu de la guerre. Plus difficile que de rouvrir la forge, plus difficile que d'accepter la pension de l'armée devant les autres, plus difficile que n'importe quel matin où il se réveillait avant le soleil et restait à regarder le plafond en attendant que la journée décide de commencer pour de bon. Ce qu'il décida de faire, ce fut d'aller jusqu'à la pharmacie sans aucun prétexte. Il n'y avait pas de pièces commandées, il n'y avait pas de motif technique, il n'y avait pas de coïncidence de chemin. C'était une visite directe, sans armure de but qui fonctionne comme excuse si quelqu'un posait la question. C'était la chose la plus exposée que cet homme put faire, et il le savait avec toute la clarté qui la rendait encore plus difficile. Ce fut par un matin d'août, presque un an après que Cécile soit arrivée à Sainte-Claire. Ernest était à l'arrière quand Henri entra par la porte de la pharmacie, avec le tintement de la petite cloche qui annonçait les clients. Cécile était derrière le comptoir, en train d'organiser des flacons avec cette concentration qui était la sienne. Elle leva les yeux quand il entra et resta figée une seconde avec le flacon à la main. Henri resta près de la porte un moment. Puis il s'avança jusqu'au comptoir et se tint de l'autre côté, les mains posées sur le bois, dans un geste qui ressemblait sans le vouloir beaucoup à ce qu'il faisait sur l'établi de la forge, lorsqu'il pensait véritablement à quelque chose. Il dit qu'il n'avait aucune commande, il dit qu'il était venu parler. Cécile posa le flacon sur l'étagère avec soin. Elle croisa légèrement les bras, pas en défense, seulement dans une posture de celle qui écoute vraiment. Et elle attendit. Henri la regarda une seconde. Cette difficulté à parler de ce qui était à l'intérieur qu'il avait développé durant la guerre, cette habitude de ranger ce qui était le plus lourd dans l'endroit où cela pouvait exister sans blesser personne d'autre, était là, résistant comme elle résistait toujours. Mais il y avait aussi cette ligne que Cécile avait écrite dans le carnet bleu. Le forgeron tapote des doigts sur l'établi quand il est loin même en étant prêt, et il y avait la pluie sur le pas de l'atelier, et il y avait la danse à la fête de la Sainte-Anne, et il y avait la façon dont elle était allée affronter Gaston sans demander l'aide de personne, mais aussi sans avoir besoin de faire semblant que c'était facile. Il dit qu'il avait gardé beaucoup de choses en lui depuis qu'il était rentré. Il dit qu'il avait appris à la guerre que rester silencieux coûtait moins cher que parler, et qu'il avait ramené cette leçon à la maison avec le reste. Il dit qu'il y avait une lettre dans sa chambre, dans un tiroir verrouillé, qu'il avait écrite une nuit avant une bataille quand il croyait qu'il n'allait pas revenir. Il dit qu'il ne l'avait jamais envoyée parce qu'il était revenu. Il dit qu'il ne l'avait jamais jetée parce qu'il n'y arrivait pas. Et il dit qu'il avait passé plus d'une année entière à Sainte-Claire sans parler de cette lettre à personne, sans même réussir à y penser, sans en ressentir tout le poids d'un seul coup. Il fit une pause. Cécile resta là à écouter. Il dit que la nuit de la fête de la Sainte-Anne, en rentrant par la rue pavée, il avait pensé à cette lettre et pour la première fois, il n'avait pas ressenti tout le poids d'un coup. Il dit qu'il ne savait pas bien expliquer pourquoi c'était différent, mais que ça l'était, et qu'il voulait qu'elle le sache parce qu'il pensait qu'elle avait quelque chose à y voir, sans avoir rien fait exprès, ce qui était exactement sa façon de tout faire. Il s'arrêta là. Il avait prononcé plus de mots pendant ces 2 minutes qu'il n'en avait dit sur lui-même en plus d'une année entière passée à Sainte-Claire. Cécile resta silencieuse pendant un moment qui parut plus long qu'il ne le fut. Puis elle décroisa les bras, s'avança jusqu'au bord du comptoir, pas de l'autre côté. Elle se mit du même côté que lui, appuyée contre le bois à côté de lui avec les coudes posés. Elle regarda la rue dehors, par la haute fenêtre de la pharmacie. Elle dit qu'elle avait remarqué depuis la 2e fois qu'il l'avait visité qu'il était le genre de personne qui se trouvait à 2 endroits en même temps, l'endroit du dehors et un endroit du dedans qu'il ne montrait à personne. Et qu'elle avait décidé qu'elle ne ferait pas semblant de ne pas l'avoir remarqué. Elle dit qu'elle avait écrit cette ligne dans le carnet parce que c'était vrai et parce que les choses vraies, elle les notait, c'était son habitude. Elle ajouta
qu'il y avait des choses qu'elle gardait aussi, que sa mère était morte quand elle avait 15 ans et que cela faisait quelques mois qu'elle ressentait cela plus qu'en d'autres temps, qu'il était difficile d'expliquer pourquoi le manque à son propre calendrier, que venir à Sainte-Claire avait été un bon choix, mais que parfois les bons choix ont aussi le poids de laisser derrière soi l'endroit où l'on avait ses repères connus. Ils restèrent côte à côte pendant un moment après cela, à regarder par la fenêtre vers la rue pavée avec le soleil d'août qui frappait sur les irrégularités du dallage et faisait de petites ombres sur chaque pierre. Alors Henri dit, beaucoup plus doucement qu'avant, qu'il y avait une chose qu'il voulait demander. Cécile tourna légèrement la tête dans sa direction. Il demanda si elle accepterait qu'il vienne la chercher en fin de journée, quand le travail à la forge serait terminé, et qu'il marche jusqu'au ruisseau des Petites Pierres. Il dit qu'il y était passé une fois et qu'il avait vu la pierre où elle s'asseyait en fin de journée. Il dit que ce n'était pas grand-chose, mais que peut-être ce qu'elle avait appelé la pierre de la fin du jour avait assez de place pour 2 personnes. Cécile resta silencieuse une seconde. Et puis, le petit rire bas commença au coin de sa bouche et grandit doucement, ce rire qui commençait sans prévenir et dont elle se surprenait elle-même. Elle dit que la pierre était assez grande. Henri ne sourit pas dans l'immédiat. Mais il y avait au coin de ses yeux quelque chose qui était très proche d'un sourire et qui était suffisant pour quiconque prêtait attention. Ce que Cécile faisait. Le soleil d'août était encore haut quand Henri sortit de la pharmacie. Dans la rue de Pierre, avec la chaleur de l'après-midi frappant sur les façades des maisons, il marcha de retour vers la forge d'un pas que n'importe quel observateur occasionnel aurait eu du mal à identifier comme différent de celui de tous les autres jours. Mais il l'était. C'était le pas d'un homme qui avait, après très longtemps, sorti quelque chose à l'extérieur au lieu de le garder, qui avait dit une chose vraie à une personne vraie, et qui n'avait pas disparu à l'intérieur de lui-même après ça, qui avait posé cette question simple sur la pierre au bord du ruisseau, et dont la réponse était restée dans sa poitrine, avec cette chaleur qui ne faisait pas mal. Dans la chambre, dans un tiroir verrouillé, se trouvait une lettre qui attendait depuis plus d'1 an. Cette nuit-là, avant de dormir, Henri ouvrit le tiroir avec la clé qui restait dans la poche de son gilet. Il sortit la lettre, pliée et jaunie aux pliures par le temps. Il resta avec elle à la main un moment, sentant le poids du papier. Puis il la rangea de nouveau dans le tiroir. Mais, cette fois, il ne le verrouilla pas. C'était la différence la plus importante qui s'était produite cette année-là, et c'était une différence que personne de l'extérieur ne pouvait voir. C'était interne, petit, absolu. Et dehors, par la fenêtre entr'ouverte, la fraîcheur d'août entrait en un fil de vent, mais cette nuit, il y avait aussi l'odeur de terre et de broussailles de la fin de l'été qui arrivait tôt, et Henri Dumont s'endormit avant minuit pour la première fois depuis bien longtemps. Les mois qui suivirent cet après-midi-là à la pharmacie furent les mois les plus silencieusement heureux que l'un comme l'autre aurait su nommer si quelqu'un leur avait demandé de décrire une époque dont ils se souvenaient bien. Ce ne fut pas un processus sans difficulté. Henri continuait d'être l'homme qu'il était, avec ses matins où le poids de ce qu'il avait vécu arrivait avant le soleil et restait un moment sans demander la permission. Avec ces moments où il était dans une conversation et soudainement il était aussi à un autre endroit et avait besoin d'une seconde pour revenir complètement. Avec l'habitude du silence qu'il avait construite pendant des années et qui ne se démontait pas vite seulement, parce qu'il y avait maintenant quelqu'un qui comprenait la différence entre le silence qui serre et le silence qui respire. Il y avait aussi les jours où il se réveillait et sentait tout le poids d'un coup, et restait à la forge plus tard qu'il n'aurait dû, martelant au-delà de la nécessité, avec ce rythme qui montait en volume lorsqu'il tentait de sortir quelque chose qui n'avait pas de mots. Cécile apprit à reconnaître ces jours-là par la qualité différente du bruit du marteau, qui arrivait jusqu'à la pharmacie avec une urgence qui n'avait rien à voir avec aucune commande spécifique. Ces jours-là, elle apparaissait en fin d'après-midi sans prétexte et restait dans les parages sans essayer de rien changer. Et Henri apprenait, lentement et parfois en résistant,
qu'être accompagné n'était pas la même chose qu'être envahi. Il y avait de bons jours aussi, et ceux-ci devinrent de plus en plus fréquents avec le temps. Il y avait des matins où il se réveillait avant le soleil comme toujours, mais restait allongé à regarder le plafond avec une légèreté différente, comme si la journée était arrivée avec plus de place à l'intérieur. Il y avait des après-midi à la forge, où le travail avait un rythme qui était du plaisir et non de la fuite. Il y avait des dîners avec Madame Stéphanie, où la conversation durait plus que nécessaire et où personne ne se pressait de se lever. Mais le meilleur restait les fins d'après-midi au ruisseau des Petites Pierres. Elles étaient devenues une habitude avec ce naturel que les bonnes habitudes prennent quand elles trouvent un terrain propice. Pas tous les après-midi, car il y avait des jours où le travail de chacun ne le permettait pas, et parfois le temps ne s'y prêtait pas, et parfois l'un des deux n'était tout simplement pas d'humeur, et cela aussi était respecté. Mais quand cela arrivait, il y avait cette qualité spécifique d'être dans un endroit qui est le sien d'une manière qui n'a pas besoin d'explication. Cécile continuait parfois d'apporter le carnet bleu. Elle restait à écrire pendant qu'Henri était assis à côté à regarder l'eau. Il ne demanda jamais à voir ce qu'elle écrivait. Elle ne le proposa jamais. Mais une fois, pendant qu'elle écrivait, elle lut à voix haute, en passant, une phrase qu'elle venait tout juste de coucher sur le papier, qu'il y avait des endroits qui étaient trop grands pour une seule personne, mais qui étaient de la bonne taille pour deux. Puis elle continua à écrire comme si elle n'avait rien dit de particulier. Henri garda cette phrase en tête pendant des jours. Par un après-midi d'octobre, avec l'érable du ruisseau paré enfin d'un feuillage jaune éclatant qui se reflétait dans l'eau comme un second soleil, Henri apporta la lettre au ruisseau. Il n'avait pas prévu de faire cela. Mais ce matin-là, il avait ouvert le tiroir comme il l'avait fait de nombreuses fois au cours des mois précédents, et cette fois-ci, il avait pris la lettre et l'avait mise dans sa poche avant même de savoir exactement pourquoi il faisait ça. Il s'assit à côté de Cécile sur la grande pierre, avec l'érable doré au-dessus d'eux et le bruit du ruisseau couvrant les autres sons du village derrière eux. Il resta un moment sans rien dire. Puis, il sortit la lettre de sa poche. Elle regarda le papier jauni dans ses mains sans parler. Henri dit que c'était la lettre. Il n'eut pas besoin de spécifier laquelle. Cécile savait depuis ce matin à la pharmacie que cette lettre existait. Il dit qu'il ne l'avait jamais lue à personne, qu'il n'avait jamais eu l'intention de la lire, mais qu'il pensait que le moment était venu pour que la lettre sorte du tiroir pour de bon, pas en la jetant, mais d'une autre façon. Cécile resta silencieuse, attendant. Il déplia le papier. L'écriture était ferme, même si c'était une nuit de veille de bataille, l'écriture du forgeron qui avait appris à écrire avec son père, et n'avait jamais de raison pour que Tremblay change ce que ses mains faisaient. Il lut à voix basse. C'était une lettre courte, 8 lignes pour sa mère. Elle disait que s'il ne revenait pas, elle devait savoir qu'il avait été un bon fils du mieux qu'il avait pu, qu'il avait appris le métier de son père et maintenu la forge, et que ça avait valu la peine, qu'il s'était souvenu d'elle chaque matin au réveil pendant les 4 années où il avait été loin, et qu'il y avait une chose qu'il n'avait pas faite et qu'il devait faire, qu'il y avait un jour, bien avant de partir, où un vieil homme à Clermont-Ferrand lui avait donné une pièce porte-bonheur qu'il avait gardée et qui se trouvait dans la poche du gilet suspendu à la forge, et qu'elle devait garder cette pièce parce qu'elle portait vraiment bonheur. C'est juste que parfois, la chance d'une vie n'arrive pas dans le bon ordre. Il s'arrêta de lire. Cécile resta silencieuse un long moment, puis elle dit, d'une voix plus basse que d'ordinaire, qu'il était revenu, et que la forge fonctionnait, et que la mère avait son fils. Il replia la lettre. Il regarda l'érable doré qui bougeait doucement dans le vent au-dessus d'eux. Il dit qu'il avait compris cela. Il dit qu'il avait mis du temps à le comprendre, mais qu'il l'avait compris. Il y eut une pause après cela, qui n'était pas un silence par manque de choses à dire, c'était le silence d'une chose qui vient de s'installer à la bonne place après avoir circulé très longtemps. Le genre de silence qui arrive après les mots importants et qui est différent de tous les autres silences parce qu'il ne réclame pas d'être rempli. Cécile posa sa main sur la main de lui sur la pierre. Ce ne fut pas un geste dramatique.
C'était le geste de quelqu'un qui s'est approché pour de vrai et qui l'indique de la manière la plus directe qu'il connaisse. Henri tourna sa main et serra la sienne. Ils restèrent ainsi un moment, avec le ruisseau coulant en contrebas de la pierre et l'érable doré se balançant au-dessus d'eux et le soleil d'octobre descendant lentement vers les montagnes tout au fond, ces montagnes sombres qui gardaient Sainte-Claire des deux côtés comme une paire de mains immenses et anciennes. Il n'y avait plus rien qui dût être dit à ce moment-là. Cela avait été dit, et ce qui restait n'avait pas besoin de mots. Les années qui suivirent furent racontées par le village de Sainte-Claire, non pas comme les années du forgeron qui était revenu de la guerre, mais comme les années où le village avait grandi d'une manière que personne n'avait prévue avec exactitude, mais dont tout le monde, en regardant en arrière, trouvait la racine précise. Henri et Cécile se marièrent lors d'une cérémonie simple à l'église de Sainte-Claire le 15 novembre 1872 avec le père Théodore qui avait donné la bénédiction de départ presque 5 ans auparavant et qui put cette fois-ci donner la bénédiction d'arrivée, ce qu'il fit d'une voix encore plus ferme, comme quelqu'un qui sent qu'une histoire complète un cercle qui avait du sens. Henri passa la veille de son mariage à la forge, jusque tard, non par nervosité, mais par cette habitude de trouver dans le travail le sol ferme que parfois le reste des choses ne donnait pas avec la même sécurité. Quand il rentra à la maison le soir, Madame Stéphanie était dans la cuisine, avec la lampe à huile allumée et une tasse de thé qu'elle lui avait préparée sans qu'il ne le demande, comme elle le faisait pour les choses importantes. Il s'assit à table avec elle un moment sans beaucoup parler. Elle ne parla pas beaucoup non plus, mais avant qu'il ne monte dans sa chambre, elle posa sa main sur le bras de son fils une seconde, un geste bref et ferme qui disait ce qu'elle avait attendu des années pour pouvoir dire sans mots, que tout allait bien, que c'était bon, qu'Auguste, s'il pouvait voir, trouverait que tout allait bien lui aussi. Henri posa sa main sur la sienne une seconde. Puis il alla se coucher et pour la première fois depuis de nombreuses années, il dormit d'une façon qu'il reconnut le lendemain matin comme un véritable repos. Ernest Delorme se tint au premier rang avec son mouchoir dans sa poche et ses lunettes d'écaille sur le nez, les utilisant ce jour-là pour une fonction qui n'était pas l'habituelle. La pharmacie était restée ouverte toute la matinée, avec un mot sur la porte disant qu'elle serait fermée l'après-midi pour cause de célébration familiale, et M. Leblanc avait veillé à ce que le mot soit d'une belle écriture, car il considérait que c'était la dignité minimale que l'occasion méritait. Pendant des années après ce jour-là, Ernest Delorme disait à quiconque voulait l'entendre, et parfois à ceux qui ne l'avaient pas demandé, qu'il y avait 2 mariages qu'il avait vus de toute sa vie qui semblaient avoir été faits avec ce type de soin que méritent les choses importantes. Le sien des décennies plus tôt, dans une église de Clermont-Ferrand, avec la femme qu'il avait aimée jusqu'à la fin, et celui-ci, à Sainte-Claire, avec sa fille, qui avait hérité exactement de ce qu'il y avait de meilleur chez cette femme, et qui avait trouvé un homme qui, sans faire aucun bruit, l'avait mérité. Madame Stéphanie se tint à côté de son fils, avec la même posture de toujours, les épaules droites, le mouchoir à la main qui cette fois était humide, et elle ne chercha pas à s'en cacher devant quiconque. Elle avait attendu ce moment plus que n'importe quel autre qu'elle avait attendu ces dernières années, et l'avait attendu avec une patience qui lui avait coûté plus que la plupart des gens ne le savaient. Il y avait eu des nuits, pendant la première année après le retour d'Henri, où elle restait éveillée dans son lit, à écouter le bruit de son fils dans la chambre d'à côté, les pas lents de celui qui ne parvenait pas à dormir, et où elle priait en silence, pour quelque chose qu'elle ne savait pas nommer avec précision, mais qu'elle reconnaissait à présent, en regardant vers l'avant de l'église, en ce jour de novembre 1872, comme étant exactement ce qu'elle avait demandé. Quand le père Théodore posa la question de rigueur et qu'Henri répondit que oui, avec une voix qui ne trembla pas, Madame Stéphanie pressa son mouchoir sur ses yeux avec la sérénité de celle qui se permet une émotion qu'elle mérite. La vie qu'Henri et Cécile construisirent à Sainte-Claire
fut une vie avec une vraie texture, avec des jours bons et des jours lourds, avec le travail de la forge et de la pharmacie qui s'agrandit et eut besoin de plus d'espace, avec les matins où le poids de ce qu'Henri avait vécu arrivait encore avant le soleil et où elle le savait et restait à ses côtés sans essayer de réparer ce qui n'était pas à réparer mais seulement à accompagner. Il y avait, dans la manière dont ils habitèrent la même maison, un langage propre qui prit du temps à se construire et qui resta ensuite, comme restent les langues que deux personnes s'inventent pour elles-mêmes lorsqu'elles vivent ensemble assez longtemps. Il y avait le petit déjeuner qu'ils préparaient et qu'elle prenait, parce qu'il se réveillait avant et qu'elle se réveillait plus lentement, et il y avait le dîner qu'elle préparait et dont il mettait la table. Sans que personne ne l'ait décidé à un moment précis, c'était simplement devenu la façon dont les choses étaient. Il y avait son habitude à lui de laisser la fenêtre entr'ouverte même en hiver, qu'elle avait acceptée dès le début, sans faire de commentaires, pourvoyant à des couvertures plus épaisses comme réponse pratique à un besoin qu'elle comprenait sans qu'il ait à s'expliquer. Il y avait le carnet bleu à elle qui finit éventuellement par se terminer et fut remplacé par un nouveau, à couverture verte cette fois, et le nouveau fut suivi par un autre et encore un autre au fil des ans, avec les notes qui grandissaient et changeaient de sujet à mesure que la vie changeait, mais en gardant cette façon à elle d'observer le monde avec attention, et de mettre ce qu'elle voyait dans de petits mots précis. Il y avait leur habitude de marcher jusqu'au ruisseau des Petites Pierres quand le temps le permettait, qui devint moins fréquente avec les années plus chargées, mais qui ne disparut jamais complètement, car certaines choses qui ont été importantes au début, le reste d'une autre manière par la suite, et la grande pierre à côté de l'érable, était le genre d'endroit qui garde suffisamment de mémoire pour que s'y rendre signifie toujours plus que la simple promenade. La lettre de la guerre resta pendant quelques années dans un tiroir qu'il ne verrouilla plus. Puis, un après-midi de printemps en 1875, Cécile lui demanda s'il avait songé à donner la lettre à sa mère, même après tout ce temps, que parfois les choses qui n'étaient pas arrivées à destination au bon moment y arrivaient quand même plus tard. Henri resta silencieux un moment. Puis il dit que non, que ce n'était pas nécessaire de l'envoyer parce que ce qu'il y avait dans la lettre, sa mère le savait déjà. Mais il sortit la lettre du tiroir et l'apporta dans la cuisine où ils se trouvaient tous les deux, et où Madame Stéphanie était assise sur la chaise près de la fenêtre où elle s'asseyait toujours, et il lui lut à voix haute les 8 lignes du début à la fin. Madame Stéphanie écouta les yeux fermés. Quand il eut terminé, elle ouvrit les yeux, regarda son fils, regarda sa belle-fille qui était assise à côté de la table, avec ce même regard attentif de toujours, et dit, avec une voix qui était entière, malgré les larmes qu'elle, pour une fois, n'essaya pas de retenir, que la pièce porte-bonheur était toujours dans le gilet de son père à la forge, gardée dans la poche depuis plus de 20 ans, et qu'elle avait attendu bien longtemps de savoir quoi en faire. Alors elle se leva, alla jusqu'à la pièce du fond où elle gardait les choses qui avaient appartenu à son mari, et revint avec le vieux gilet du forgeron Auguste Dumont, usé aux coutures, mais intact. Elle sortit de la poche la pièce de monnaie, petite et noircie par le temps, et la posa dans la main d'Henri. Elle dit qu'elle était à lui maintenant. Henri resta avec la pièce dans la paume de sa main un instant. Puis il la passa à Cécile, qui la prit avec le même soin avec lequel elle avait pris l'enclume miniature sur l'étagère de la forge lors de sa première visite, des années auparavant, le soin des mains de celle qui reconnaît qu'elle tient quelque chose qui a un poids qui n'est pas seulement celui du métal. Cécile la rangea dans l'étui en cuir où se trouvaient les graines de sa mère. Et la pièce resta là, avec les graines, voyageant d'un vieux gilet à un étui de cuir, d'une génération à l'autre, d'un forgeron qui avait fabriqué sa première enclume à 18 ans à une pharmacienne qui avait organisé les flacons par couleur parce qu'elle avait besoin d'ordre dans ce qui pouvait être ordonné, gardant ensemble la bonne chance de ce qui était venu avant et l'espoir de ce qui viendrait ensuite.
Sainte-Claire grandit dans les années qui suivirent avec cette obstination des villages qui existe davantage par l'entêtement de leurs habitants que par une quelconque logique de carte. La forge Dumont fut la plus fréquentée de la commune pendant plus d'une génération. La pharmacie Delorme gagna un espace plus grand quand la maison d'à côté devint disponible, et Ernest y travailla jusqu'à 70 ans avec le même soin des premiers jours, ses lunettes d'écaille de plus en plus éculées, mais son écriture sur les ordonnances toujours aussi claire. Gaston de Valois partit pour la grande ville du Nord quelques mois après la conversation sur la véranda de l'auberge et revint rarement à Sainte-Claire dans les années qui suivirent. Quand il revenait, ce qui était rare et pour les affaires de son père, il croisait Henri dans la rue pavée avec le hochement de tête poli qu'utilisent les hommes qui n'ont plus rien à régler entre eux, et continuait son chemin. Le temps a cet effet sur certaines tensions. Il ne les résout pas exactement, mais il les rend anciennes, et anciennes elles perdent de leur tranchant. Par un après-midi d'hiver de 1879, avec la brume des montagnes descendant sur Sainte-Claire, comme elle le faisait en chaque début d'année, Cécile était assise sur la pierre du ruisseau des Petites Pierres, avec le carnet bleu sur ses genoux. Ce même carnet, qui avait duré bien plus longtemps que les carnets ne durent d'ordinaire, parce qu'elle écrivait avec une petite écriture et sans gaspiller de pages. Le carnet tirait à sa fin. Peu de feuilles restaient. Henri arriva par la rive la plus haute du ruisseau avec la même ponctualité silencieuse de celui qui avait développé cette habitude au fil des années. Il s'assit à côté d'elle sur la pierre qui était assez grande pour deux, comme elle l'avait dit la première fois. Cécile lui montra le carnet ouvert sur la dernière page écrite. Il y avait là une ligne qu'elle venait juste d'y mettre, l'encre encore brillante de fraîcheur. Il lut à voix basse ce qui était écrit. Cela disait « Le forgeron a appris à être présent aux deux endroits en même temps, et le second endroit est devenu plus tranquille. » Henri resta avec cette ligne en tête un moment. Puis il ferma le carnet avec précaution et le lui rendit. L'érable au-dessus d'eux avait de nouveau perdu et refait ses feuilles comme chaque année, et le ruisseau miroitait l'eau glacée coulant sous la pierre. Le froid de l'hiver était là, tranchant et pur, avec cette odeur de terre mouillée des montagnes qui était l'odeur de Sainte-Claire toute l'année, mais qui était particulièrement elle-même en hiver. Cécile s'appuya légèrement contre son épaule. Henri resta silencieux, de la manière dont il était silencieux maintenant, qui était différente du silence d'avant, le silence qui respirait. Et ils restèrent là tous les deux sur la pierre de la fin du jour, avec le ruisseau qui coulait, et l'érable qui se balançait, et les montagnes sombres au fond qui gardaient le village de tous les côtés comme elles l'avaient toujours gardé, tandis que le soleil d'hiver descendait lentement derrière les pierres anciennes, peignant le ciel de cette couleur qui n'existe que lorsque le froid est pur et que le jour s'est bien terminé. Il y a beaucoup de choses qu'un homme peut ramener d'une guerre, et il y a une chose que la guerre ne parvient pas à emporter pour de vrai, même si elle essaie, c'est la capacité d'être touché par ce qui est bon. Cette capacité, Henri l'avait gardée, sans savoir qu'il la gardait, dans un endroit qui resta fermé très longtemps, mais qui n'avait jamais cessé d'exister. Parfois, l'unique clé pour cet endroit est la main de quelqu'un qui n'a pas peur du froid. Et parfois, cette main appartient à une jeune femme aux cheveux châtains, qui va à la forge, chercher des charnières, et reste à regarder une enclume miniature, avec le genre d'attention qui n'appartient qu'à celui qui voit véritablement. Et parfois, quand la bonne histoire rencontre le bon moment, le cœur que tout le monde croyait rester sur un champ de bataille lointain attendait simplement la seule chaleur qui pourrait l'éveiller pour de vrai. Ce n'est pas un amour qui crie. Ce n'était pas le genre d'amour qui entre par la porte en faisant du bruit, qui a besoin d'une scène et d'un témoin et d'un grand geste pour être réel. C'était le genre d'amour qui s'installe lentement, qui va occuper les recoins qui étaient vides, avec une patience qui est aussi une forme de respect, qui n'exige pas que vous soyez différent de ce que vous êtes, mais qui d'une manière ou d'une autre, en sa compagnie, vous fait découvrir que vous pouvez être plus que ce qui restait. C'est le genre d'amour qui arrive entre des personnes
qui ont déjà su ce qu'est perdre, et qui pour cela savent, mieux que la plupart, la valeur de garder. Qu'est-ce que l'amour, au fond, si ce n'est exactement cela? La découverte qu'il existe un endroit au monde où l'on peut poser ce qu'on porte, non pas parce que quelqu'un a pris ce poids de vos mains, mais parce que quelqu'un est resté à vos côtés pendant que vous appreniez qu'il était possible de le porter d'une manière différente. Et quand la nuit tombe sur Sainte-Claire, et que la brume descend des montagnes sombres, et que le ruisseau des petites pierres coule dans l'obscurité, avec ce même bruit de toujours, la forge au bout de la rue est obscure aussi, le feu froid jusqu'au lendemain matin, la fenêtre entr'ouverte laissant entrer le fil de vent qui est nécessaire. Et il y a 2 volumes, sous les couvertures épaisses de l'hiver auvergnat, qui respirent au rythme des personnes qui ont trouvé, enfin, l'endroit où le silence ne pèse plus.